Versailles, le palais le plus glorieux du monde. 17 000 miroirs pour refléter la puissance du roi Soleil. Mais derrière ces dorures se cachait quelque chose de terrifiant. Sous les perruques poudrées, sous les parfums enivrants, sous les sourires de la cour, une maladie silencieuse se propageait. Elle ne venait pas des champs de bataille, elle ne venait pas des navires lointains. Elle naissait dans les alcôves secrètes du palais, dans les lits des favorites, dans les bras des princes. Et personne n'osait en parler, parce qu'à Versailles, cette maladie n'était pas seulement physique, elle était honteuse, elle détruisait les réputations, elle condamnait les familles entières au silence. Les médecins savaient, les courtisans savaient, même le roi savait. Mais la vérité a été enterrée pendant des siècles. Ce soir, nous ouvrons les archives que Versailles a voulu faire disparaître. Et ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre regard sur le palais le plus visité de France. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les secrets que l'histoire officielle préfère oublier, abonnez-vous. Parce que chaque semaine, on ouvre ensemble des portes que personne n'ose ouvrir. L'histoire commence maintenant. Imaginez un palais si grand qu'il faudrait des jours entiers pour en explorer chaque recoin. Un palais où vivent 10 000 personnes, où les lustres brillent jour et nuit, où chaque couloir sent le jasmin, la rose et l'ambre, où les hommes portent des perruques plus hautes que des couronnes et où les femmes se couvrent de soie, de dentelle et de pierres précieuses. Ce palais, c'est Versailles. Et en 1682, il est devenu le centre du monde. Louis XIV règne depuis 40 ans. On l'appelle le roi Soleil parce qu'il veut que tout tourne autour de lui. Et tout tourne effectivement autour de lui. Chaque matin, des dizaines de courtisans se pressent dans sa chambre pour assister à son réveil. C'est un honneur immense. Certains nobles ont attendu des années pour obtenir le droit de regarder le roi enfiler ses chaussures. À Versailles, tout est spectacle, tout est calcul. Un sourire du roi peut faire une carrière. Un froncement de sourcils peut la détruire. Les courtisans passent leur journée à observer, à intriguer, à séduire. Ils dépensent des fortunes en vêtements, en bijoux, en parfums. Parce qu'à Versailles, l'apparence est tout. Celui qui paraît puissant devient puissant. Celui qui paraît faible est déjà perdu. Mais derrière cette façade éblouissante, il y a une réalité que personne ne veut voir. Les parfums qui flottent dans les galeries ne servent pas seulement à sentir bon. Ils servent à masquer les odeurs de corps mal lavés. Car même les plus grands seigneurs ne se baignent que rarement. À masquer les odeurs de plaies mal soignées. À masquer ce que la peau ne peut plus cacher. Les mouches de beauté, ces petits morceaux de tissu noir que les dames collent sur leur visage, ne sont pas de simples ornements. Elles servent à dissimuler des boutons, des cicatrices, des lésions qui ne guérissent pas. Les perruques immenses, poudrées de blanc, ne sont pas seulement une mode. Elles cachent des crânes dégarnis, des cheveux tombés par poignées, des cuirs chevelus ravagés par des traitements violents. À Versailles, tout le monde joue un rôle. Et le rôle le plus important, c'est celui de paraître en bonne santé. Parce qu'une maladie circule dans le palais. Une maladie dont personne ne prononce le nom à voix haute. On l'appelle parfois la maladie de Naples. Parfois le mal français, quand ce sont les étrangers qui en parlent. Parfois, simplement la faiblesse ou l'indisposition. Mais tous savent de quoi il s'agit vraiment. La vérole, ce que nous appelons aujourd'hui la syphilis. Cette maladie est arrivée en Europe à la fin du XVe siècle, probablement rapportée des Amériques par les premiers explorateurs. En moins de 50 ans, elle a ravagé tout le continent. Et au XVIIe siècle, elle est partout, dans les armées, dans les ports, dans les villes et surtout dans les cours royales. Parce que la syphilis se transmet par le contact intime. Et à Versailles, les contacts intimes sont permanents. Le duc de Saint-Simon, l'un des plus grands témoins de cette époque, a laissé des mémoires
extraordinaire. Il a passé sa vie à observer la cour, à noter ses secrets, à décrire ses scandales. Et ce qu'il raconte est édifiant. Il écrit qu'il n'y avait guère de famille de la cour qui n'eût son secret à cacher, et que la plupart de ces secrets se soignaient dans l'ombre, avec des remèdes pires que le mal. Ces mots résument parfaitement la situation. À Versailles, presque tout le monde est touché, directement ou indirectement. Mais personne n'en parle, parce que parler de cette maladie, c'est avouer une vie dissolue. C'est reconnaître des liaisons interdites. C'est s'exposer à la honte, au scandale, à la disgrâce. Alors on se tait, on se soigne en secret, et on continue à sourire dans la galerie des glaces. Mais comment cette maladie a-t-elle pu se répandre si vite dans le palais le plus surveillé d'Europe, là où chaque geste est observé et commenté par des centaines de témoins? La réponse est simple. C'est la structure même du pouvoir royal qui a créé les conditions parfaites pour cette épidémie silencieuse. Louis XIV n'est pas seulement le roi de France, il est aussi l'homme le plus désiré du royaume. Toutes les femmes de la cour rêvent d'attirer son attention. Devenir la maîtresse du roi, c'est accéder à un pouvoir immense. C'est obtenir des titres, des terres, des fortunes. C'est placer sa famille au sommet de la société française. Et Louis XIV ne résiste pas à ses avances. Bien au contraire, il a officiellement une épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, qu'il a épousée pour des raisons politiques. Mais il a aussi des maîtresses officielles, reconnues par toute la cour. Louise de la Vallière d'abord, douce et discrète, puis Madame de Montespan, flamboyante et ambitieuse. Plus tard, Madame de Maintenon, pieuse et influente. Et entre ses favorites officielles, il y a des dizaines de liaisons passagères, des aventures d'une nuit, des rencontres dans les appartements secrets du palais. Chacune de ces femmes a elle-même une vie. Avant de devenir la maîtresse du roi, elles ont eu d'autres amants. Certaines en ont encore, même pendant leur liaison avec Louis XIV. Leurs rivales, jalouses et désespérées, cherchent à les remplacer en séduisant d'autres hommes puissants. Les maris trompés se consolent avec d'autres femmes. Les amants éconduits trouvent d'autres partenaires. Versailles est un réseau de désirs, d'ambition, de séduction. Et dans ce réseau, la maladie circule librement. Elle passe d'un corps à l'autre, d'une alcôve à l'autre, d'une famille à l'autre. Le plus troublant, c'est que les médecins de la cour savent parfaitement ce qui se passe. Ils reconnaissent les symptômes, ils connaissent la maladie, mais ils ne peuvent rien dire. Parce que diagnostiquer un membre de la famille royale ou un grand seigneur, c'est l'accuser publiquement d'immoralité. C'est révéler ses secrets les plus intimes. C'est provoquer un scandale qui pourrait détruire des alliances politiques, ruiner des mariages, anéantir des familles entières. Alors les médecins se taisent aussi. Ils prescrivent des traitements sans jamais nommer la maladie. Ils notent dans leur registre des symptômes vagues, des diagnostics flous, des euphémismes prudents. Fièvre persistante, faiblesse générale, indisposition chronique. Le silence est devenu une règle non écrite, mais absolue. À Versailles, on peut tout faire, à condition de ne jamais en parler. Et c'est ainsi que le palais le plus glorieux d'Europe est devenu, sans que personne ne l'admette, l'épicentre d'une épidémie qui allait marquer des générations entières. Mais le plus extraordinaire reste à venir, parce que cette maladie n'a pas épargné les plus puissants, elle n'a pas épargné les plus protégés, elle n'a peut-être même pas épargné celui qui se croyait au-dessus de tout, le roi Soleil lui-même. Louis XIV se réveille ce matin de 1686 avec une douleur qu'il ne peut plus ignorer. Depuis des semaines, il souffre en silence. Depuis des semaines, il cache son mal à la cour entière. Mais aujourd'hui, la douleur est devenue insupportable. Il doit enfin accepter ce qu'il a refusé d'admettre. Il a besoin d'aide. Le diagnostic de ses médecins est sans appel. Le roi souffre d'une fistule anale, une plaie profonde, infectée, qui ne guérit pas. Il faut
opérer. Et à cette époque, opérer signifie couper dans la chair vive, sans anesthésie, sans antibiotiques, sans aucune garantie de survie. L'intervention a lieu le 18 novembre. Le chirurgien Charles-François Félix a passé des mois à s'entraîner sur des patients ordinaires, des prisonniers, des malades des hôpitaux. Certains sont morts sous son bistouri, mais il a perfectionné sa technique. Et ce matin-là, il opère le roi de France. Louis XIV ne crie pas, il ne gémit pas. Il serre les dents et endure. L'opération dure près de 3 heures. Elle est un succès. Le roi survivra. Et cette intervention chirurgicale entrera dans l'histoire comme un triomphe de la médecine française. Mais ce que les manuels d'histoire ne racontent pas, c'est le contexte médical plus large de cette opération, ce que les archives révèlent quand on les examine attentivement. Louis XIV n'était pas un homme en bonne santé. Bien au contraire, depuis des années, ses médecins notaient dans leur registre une liste impressionnante de maux, des migraines violentes qui le clouaient au lit pendant des jours, des vertiges qui le faisaient chanceler en public, des éruptions cutanées qui apparaissaient et disparaissaient sans explication, des douleurs dans les os, dans les articulations, qui le faisaient boiter certains matins, une perte de dents précoce et spectaculaire, au point qu'à 50 ans, il lui restait à peine de quoi mâcher. Ces symptômes, pris séparément, pouvaient s'expliquer de 1000 façons, mais pris ensemble, ils dessinent un tableau que les historiens de la médecine ont fini par reconnaître. Le docteur Jean-Charles Sourniat, l'un des plus grands spécialistes de l'histoire médicale française, a étudié minutieusement les archives de santé de Louis XIV, et sa conclusion est troublante. Plusieurs de ces symptômes sont compatibles avec une syphilis secondaire ou tertiaire. Les douleurs osseuses, les éruptions cutanées, les problèmes dentaires, même certains troubles du comportement que le roi a manifestés vers la fin de sa vie. Bien sûr, on ne peut pas affirmer avec certitude que Louis XIV était atteint. Les archives médicales royales étaient soigneusement contrôlées. Toute mention explicite de maladie vénérienne aurait été considérée comme un crime de lèse-majesté. Les médecins savaient que leur carrière, peut-être même leur vie, dépendait de leur discrétion. Mais les indices sont là, dans les traitements, prescrits notamment. Le roi a reçu à plusieurs reprises des préparations à base de mercure. Or, le mercure était le seul remède connu contre la syphilis à cette époque. Pourquoi lui administrer ce traitement toxique si ce n'était pas pour combattre cette maladie précise? Le journal de la santé du roi Louis XIV existe toujours. Ce document extraordinaire, tenu par ses médecins Vallot, Daquin et Fagon pendant 54 ans, consigne chaque symptôme, chaque traitement, chaque indisposition du monarque. Mais les historiens qui l'ont étudié ont remarqué des lacunes suspectes, des périodes entières où les notes deviennent vagues, évasives, presque illisibles, des euphémismes qui reviennent sans cesse. Faiblesse, échauffement, humeur corrompue, ces mots ne veulent rien dire médicalement, mais ils permettent de noter quelque chose sans jamais le nommer. Si Louis XIV était atteint, les conséquences dépassent largement sa propre personne, parce que le roi avait des maîtresses, et ces maîtresses avaient d'autres amants, et ces amants avaient des épouses, et ces épouses donnaient naissance à des enfants. La chaîne de transmission est vertigineuse quand on y réfléchit. Prenons le cas du dauphin, le fils aîné de Louis XIV, celui qui aurait dû lui succéder sur le trône. Ce prince était connu dans toute l'Europe pour sa vie dissolue. Il collectionnait les maîtresses avec une frénésie qui faisait jaser même les courtisans les plus libertins. Il fréquentait les actrices, les danseuses, les femmes de petite vertu. Il ne se cachait même pas. Les archives médicales qui le concernent sont fragmentaires, mais révélatrices. On y trouve mention de douleurs articulaires chroniques dès l'âge de 30 ans, de lésions cutanées récurrentes, d'un affaiblissement général qui s'est aggravé avec le temps. Le dauphin est mort
en 1711 officiellement de la rougeole, mais plusieurs historiens médicaux modernes ont exprimé des doutes. Les symptômes décrits dans les semaines précédant sa mort ne correspondent pas vraiment à cette maladie. Ils correspondent davantage à une complication d'une infection chronique non traitée. Et le dauphin n'est pas un cas isolé. Son fils, le duc de Bourgogne, est mort quelques jours après lui. Sa belle-fille, la duchesse de Bourgogne, est morte entre les deux. Leur fils aîné, le petit duc de Bretagne, est mort une semaine plus tard. En quelques semaines, la lignée royale a été décimée. Officiellement, une épidémie de rougeole particulièrement virulente. Mais les contemporains murmuraient autre chose. Ils parlaient d'un mal plus ancien, plus profond, qui rongeait la famille royale depuis des générations. Ces rumeurs étaient si persistantes que certains ont même parlé d'empoisonnement. Le duc d'Orléans, neveu du roi, a été soupçonné pendant des années d'avoir fait assassiner les héritiers pour se rapprocher du trône. Mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. Et peut-être que la vérité était plus simple, plus terrible aussi. Peut-être que ces morts n'avaient même pas besoin d'un assassin. Peut-être que le poison était déjà dans le sang. À la mort de Louis XIV, en 1715, il ne restait qu'un seul héritier direct, un enfant de 5 ans, le futur Louis XV, le seul survivant d'une lignée entière fauchée par la maladie. Cet enfant fragile, orphelin de père, de mère, de grand-père, avait sur ses épaules le poids d'un royaume, et dans ses veines, peut-être, l'héritage empoisonné de ses ancêtres. Mais la famille royale n'était pas la seule à souffrir. Dans les couloirs de Versailles, dans les appartements des courtisans, dans les chambres des serviteurs, d'autres drames se jouaient, des drames plus silencieux encore, des drames dont personne ne voulait entendre parler, parce que les victimes les plus nombreuses de cette épidémie n'étaient pas ceux qui avaient choisi leur vie de plaisir, c'étaient ceux qui n'avaient rien choisi du tout. Marie-Thérèse d'Autriche est arrivée en France en 1660. Elle avait 22 ans. Elle était infante d'Espagne, fille du roi le plus puissant d'Europe, et elle venait épouser Louis XIV pour sceller la paix entre deux nations qui s'étaient fait la guerre pendant des décennies. On lui avait promis un mariage glorieux, on lui avait promis un époux fidèle, on lui avait promis le trône de France. Elle a eu le trône. Pour le reste, elle n'a eu que des mensonges. Dès les premières années de leur mariage, Louis XIV a pris des maîtresses, d'abord discrètement, puis ouvertement, puis avec une arrogance qui humiliait la reine devant toute la cour. Marie-Thérèse devait supporter la présence de ces femmes à ses côtés. Elle devait leur sourire, elle devait les saluer, elle devait faire comme si tout était normal. Elle n'avait pas le choix. Une reine ne divorce pas, une reine ne se plaint pas, une reine endure. Marie-Thérèse a donné 6 enfants à Louis XIV, 6 grossesses en 10 ans, 6 accouchements douloureux, dans un siècle où mettre un enfant au monde était déjà une épreuve mortelle. Et sur ces 6 enfants, 5 sont morts en bas âge. Seul le dauphin, l'aîné, a survécu jusqu'à l'âge adulte. Les historiens ont longtemps attribué cette mortalité épouvantable aux conditions sanitaires de l'époque. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants mouraient jeunes au XVIIe siècle, même dans les familles royales. Mais le cas de Marie-Thérèse pose question. 5 enfants sur 6. C'est un taux de mortalité exceptionnellement élevé, même pour cette époque. C'est un taux qui suggère autre chose qu'une simple malchance. La syphilis congénitale existe. Elle se transmet de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Elle peut provoquer des fausses couches, des naissances prématurées, des malformations, des morts dans les premiers mois de vie. Elle peut aussi rester silencieuse pendant des années avant de se manifester. Marie-Thérèse était-elle infectée par son propre époux? Ses enfants sont-ils morts à cause de la vie dissolue de leur père? On ne le saura jamais avec certitude. Les archives médicales de l'époque ne permettent pas de trancher. Mais la question mérite d'être posée, parce que Marie-Thérèse n'était pas la seule épouse à subir ce destin. Dans toutes les grandes familles de la cour,
le même schéma se répétait. Les hommes prenaient des maîtresses, les hommes fréquentaient des femmes de petite vertu, les hommes rapportaient chez eux des maladies qu'ils transmettaient à leurs épouses légitimes, et ces épouses, qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien choisi, payaient le prix des plaisirs de leur mari. Elles payaient avec leur santé, elles payaient avec la vie de leurs enfants, elles payaient avec leur fertilité détruite, et elles payaient dans le silence le plus total, parce qu'une femme respectable ne parle pas de ces choses-là. Le docteur Fagon, médecin de Louis XIV, a laissé des notes sur certaines de ses patientes de la cour. Il y décrit des symptômes reconnaissables, des femmes jeunes, mariées depuis peu, qui développent des lésions inexplicables, des femmes qui font fausse couche après fausse couche, des femmes qui deviennent stériles après quelques années de mariage. Il ne nomme jamais la maladie. Il utilise des périphrases, des euphémismes. Mais le tableau clinique est clair pour qui sait lire entre les lignes. Ces femmes n'avaient aucun recours. Accuser leur mari aurait été un scandale insupportable. Demander le divorce était impossible. Refuser leurs devoirs conjugaux aurait été une faute grave aux yeux de l'Église et de la société. Elles étaient piégées dans des mariages qui les condamnaient lentement. Mais il y avait des victimes encore plus innocentes, des victimes qui n'avaient même pas l'âge de comprendre ce qui leur arrivait. Les enfants nés de parents infectés pouvaient porter la maladie dès leur naissance. La syphilis congénitale est une forme particulièrement cruelle de cette infection. Elle peut se manifester immédiatement, par des lésions visibles, des déformations osseuses, une cécité, une surdité. Elle peut aussi rester dormante pendant des années avant d'éclater à l'adolescence ou à l'âge adulte. Dans les registres paroissiaux de l'époque, on trouve des mentions troublantes, des enfants de familles nobles baptisés en urgence parce qu'on craignait qu'ils ne survivent pas à leurs premières heures. Des enfants décrits comme faibles de constitution, comme mal formés, comme voués à une mort précoce. On ne parlait pas de syphilis, on parlait de punition divine, on parlait de malédiction, on parlait de sang vicié. Ces enfants n'avaient commis aucune faute, ils n'avaient fait aucun choix. Ils étaient simplement nés dans une famille où la maladie circulait depuis des années, et ils en mouraient avant même d'avoir vécu. Et puis il y avait les serviteurs, les domestiques, les nourrices, ces hommes et ces femmes du peuple qui vivaient au service des grands et qui partageaient, sans le savoir, leur maladie. À Versailles, les nourrices occupaient une place particulière. Les femmes de la noblesse n'allaitaient pas leurs enfants. C'était considéré comme dégradant, comme indigne de leur rang. Elles confiaient leur nouveau-né à des nourrices, des femmes du peuple recrutées pour leur bonne santé et leur lait abondant. Mais ces nourrices ne savaient pas ce qu'elles risquaient. Un enfant infecté pouvait transmettre la maladie à sa nourrice par le simple contact de l'allaitement. Les lésions dans la bouche du nourrisson, invisibles à l'œil nu, suffisaient à contaminer celle qui le nourrissait, et cette femme, de retour chez elle, pouvait transmettre la maladie à son propre mari, à ses propres enfants. Les archives gardent la trace de certaines de ces tragédies. Une nourrice, renvoyée après avoir développé des symptômes suspects, une autre morte quelques mois après avoir quitté le service de la cour, une autre encore dont toute la famille a été décimée par une maladie mystérieuse dans les années qui ont suivi. Ces femmes n'étaient pas des courtisanes, elles n'avaient pas mené une vie de débauche, elles avaient simplement fait leur travail, elles avaient nourri les enfants des riches et elles avaient payé de leur vie cette proximité avec la noblesse. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que ces victimes silencieuses n'ont laissé presque aucune trace dans l'histoire. On connaît les noms des maîtresses royales, on connaît les scandales des favorites, on connaît les intrigues des courtisans, mais on ne connaît pas les noms de ces épouses humiliées, de ces enfants morts au berceau, de ces nourrices sacrifiées. Elles ont disparu dans l'oubli, effacées par le silence qui entourait leur mal, effacées par la honte
qui pesait sur leurs conditions, effacées par une société qui préférait célébrer la gloire de Versailles plutôt que de regarder ses ombres en face. Pourtant, ce sont elles les vraies victimes de cette histoire, pas les libertins qui ont choisi leur plaisir en connaissance de cause, pas les courtisans qui ont joué avec le feu et se sont brûlés, mais ces femmes et ces enfants innocents, pris au piège d'un système qui les a condamnés sans leur laisser aucune chance de se défendre. Et pendant ce temps, dans les alcôves de Versailles, les médecins cherchaient désespérément des remèdes qui, bien souvent, étaient pires que le mal lui-même. Il existe un proverbe que les médecins du XVIIe siècle connaissaient qu'on a bien, un proverbe qu'ils murmuraient entre eux, loin des oreilles des patients. Une nuit avec Vénus, une vie avec Mercure. Vénus, la déesse de l'amour. Mercure, le métal liquide qu'on utilisait pour soigner les maladies de l'amour. Ce proverbe résumait parfaitement le destin de ceux qui contractaient la syphilis. Un moment de plaisir, puis des années de souffrance. Le mercure était le seul traitement connu contre cette maladie. Les médecins l'administraient de toutes les façons possibles. En friction d'abord. On enduisait le corps du malade avec une pommade à base de mercure, puis on l'enveloppait dans des couvertures épaisses pour le faire transpirer. L'idée était que le poison sortirait par les pores de la peau, emportant la maladie avec lui. En bain ensuite. Le patient était plongé dans une seau chargée de sel de mercure, parfois pendant des heures, parfois pendant des jours entiers. Oh non, pilules enfin. On faisait avaler aux malades des préparations à base de mercure, en espérant que le poison tuerait la maladie de l'intérieur. Ces traitements étaient atroces. Le mercure est un poison violent. Il attaque le corps de 1000 façons. Les premiers symptômes apparaissaient rapidement. Une salivation excessive, incontrôlable. Les patients pouvaient perdre jusqu'à 2 litres de salive par jour. Ils bavaient en permanence, incapables de retenir ce flot qui leur coulait sur le menton, sur la poitrine, sur les vêtements. Les médecins considéraient cette salivation comme un signe positif. Ils pensaient que le corps se purgeait de ses humeurs corrompues. En réalité, c'était le signe que l'empoisonnement au mercure avait commencé. Puis venaient les autres symptômes. Les dents se déchaussaient et tombaient une par une. Les gencives noircissaient, se rétractaient, laissant les racines à nu. La laine devenait fétide, insupportable. Les tremblements apparaissaient, d'abord dans les mains, puis dans tout le corps. On les appelait les tremblements du mercure. Ils ne s'arrêtaient jamais. Même des années après la fin du traitement, les patients continuaient à trembler. Et ce n'était pas tout. Le mercure attaquait aussi le cerveau. Les patients devenaient irritables, puis confus, puis franchement déments. Ils perdaient la mémoire. Ils avaient des hallucinations. Ils sombraient dans une folie que les médecins attribuaient à la maladie elle-même, alors qu'elle était causée par le remède. Les reins étaient hantés détruits. Le foie était ravagé. La peau se couvrait d'ulcères qui ne guérissaient pas. Et à la fin, après des mois ou des années de traitement, le patient mourait. Parfois de la syphilis qui n'avait pas été vaincue. Parfois du mercure qui l'avait empoisonné lentement. Le plus terrible, c'est que les médecins savaient. Ils savaient que le mercure tuait. Ils savaient que beaucoup de leurs patients mouraient du traitement plutôt que de la maladie. Mais ils n'avaient rien d'autre à proposer. Ils continuaient donc à prescrire ce poison en espérant que cette fois, peut-être, le malade survivrait assez longtemps pour guérir. À Versailles, les traitements au mercure se faisaient dans le plus grand secret. Un courtisan ne pouvait pas se montrer en public avec les symptômes de l'empoisonnement. La salivation excessive, les tremblements, la perte des dents auraient immédiatement trahi son mal. Alors on se soignait dans l'ombre. On s'enfermait dans ses appartements pendant des semaines, officiellement pour une fièvre ou une fatigue. On faisait venir des médecins discrets, des apothicaires de confiance. On payait des fortunes pour que le secret soit gardé. Certains refusaient le mercure. Ils préféraient tenter leur chance avec d'autres remèdes, moins violents,
moins dangereux. Les cures thermales étaient populaires. On envoyait les malades prendre les eaux dans des villes comme Barèges, dans les Pyrénées, où les sources chaudes étaient co-réputées pour leurs vertus curatives. Ces cures duraient des mois. Elles permettaient de s'éloigner de la cour, de se soigner, loin des regards. Mais leur efficacité était douteuse. Les eaux chaudes soulageaient peut-être les douleurs, mais elles ne guérissaient pas la maladie. D'autres se tournaient vers les plantes. Le gaillac, un bois importé des Amériques, était considéré comme un remède miracle. On le faisait bouillir pour en extraire une décoction que le patient devait boire pendant des semaines. Les marchands vendaient ce bois à prix d'or. Les médecins le prescrivaient avec enthousiasme. Mais, là encore, les résultats étaient décevants. Le gaillac ne guérissait pas plus que le mercure. Il tuait simplement moins vite. Et puis il y avait les charlatans, les guérisseurs, les sorciers, tous ceux qui promettaient des remèdes miracles à ceux que la médecine officielle avait abandonnés. L'affaire des poisons, qui a éclaté à la fin des années 1670, a révélé l'ampleur de ce monde souterrain. Cette affaire judiciaire a mis au jour un réseau de devineresses, d'empoisonneuses et de sorcières qui opéraient au cœur même de Paris. La plus célèbre d'entre elles s'appelait Catherine Monvoisin, connue sous le nom de la Voisin. La Voisin recevait dans sa maison des clients de tous les milieux, des bourgeois, des nobles, des serviteurs, des grandes dames de la cour. On venait la voir pour des filtres d'amour, pour des poisons destinés à éliminer un rival, pour des avortements clandestins. Mais on venait aussi pour des remèdes contre les maladies honteuses. La Voisin et ses complices vendaient des potions, des onguents, des talismans censés guérir ce que les médecins ne pouvaient pas soigner. Les interrogatoires de l'affaire des poisons ont révélé des noms qui ont fait trembler Versailles. Madame de Montespan elle-même, la favorite du roi, a été soupçonnée d'avoir eu recours au service de la Voisin, pas pour empoisonner quelqu'un, mais pour obtenir des filtres qui garderaient l'amour du roi. Et peut-être aussi, pour d'autres raisons, que les archives n'ont pas conservé. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses dames de la cour fréquentaient ces réseaux clandestins. Elles achetaient des remèdes que la médecine officielle ne pouvait pas leur fournir. Elles payaient pour des traitements secrets, administrés loin des regards, loin des jugements. Elles risquaient leur réputation, leur liberté, parfois leur vie, pour échapper à la honte de leur maladie. L'affaire des poisons a été étouffée sur ordre de Louis XIV. Trop de noms importants étaient impliqués. Trop de secrets risquaient d'être révélés. Le roi a fait brûler une partie des archives. Il a fait taire les témoins. Il a refermé le couvercle sur cette marmite bouillante. Mais ce que l'affaire a montré, c'est l'ampleur du désespoir qui régnait derrière. Les façades dorées de Versailles, des hommes et des femmes prêts à tout pour se soigner, prêts à avaler du mercure jusqu'à en perdre la raison, prêts à consulter des sorcières au risque du bûcher, prêts à se ruiner, à mentir, à tricher, simplement pour cacher un mal que la société refusait de nommer. Ce silence a duré des siècles. Il a tué des milliers de personnes, il a détruit des familles entières, et il a laissé derrière lui un héritage empoisonné que même la mort du roi Soleil n'a pas suffi à effacer. Le 1er septembre 1715, Louis XIV sent que la fin approche. Il a 76 ans. Il règne depuis 72 ans. Il est le monarque le plus puissant que l'Europe ait jamais connu. Mais en ce matin de septembre, il n'est plus qu'un vieil homme épuisé, allongé dans son lit, entouré de médecins impuissants. La gangrène a commencé à ronger sa jambe quelques semaines plus tôt. Une douleur sourde d'abord, puis une noirceur qui s'est étendue lentement, inexorablement. Les médecins ont tout essayé, les saignées, les cataplasmes, les prières. Rien n'a fonctionné. Le corps du roi Soleil est en train de pourrir. Dans les derniers jours, Louis XIV a fait venir son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. L'enfant a 5 ans. Il est le seul héritier qui reste, le seul survivant d'une lignée décimée. Le roi mourant lui a parlé doucement.
Il lui a dit de ne pas l'imiter. Il lui a dit qu'il avait trop aimé la guerre, trop aimé les bâtiments, trop aimé les dépenses. Il lui a dit de soulager son peuple. Ces paroles, rapportées par les témoins présents, sont restées célèbres. Elles montrent un roi lucide sur ses erreurs, conscient de ses excès. Mais il y a une chose dont Louis XIV n'a pas parlé ce jour-là. Une chose dont il n'a jamais parlé. Les ombres de Versailles, les maladies qui ont circulé dans son palais, les morts qui ont jalonné son règne, les victimes silencieuses de sa cour de plaisir. Le roi est mort le 1er septembre, peu après 8 heures du matin. Son corps a été autopsié, selon la tradition. Les médecins ont ouvert son ventre, examiné ses organes, noté leurs observations. Le rapport officiel mentionne des intestins gangrenés, un cœur affaibli, des poumons encombrés. Il ne mentionne rien d'autre. Rien qui puisse ternir la mémoire du plus grand roi de France. Mais ce que le rapport ne dit pas est peut-être plus éloquent que ce qu'il dit. Les historiens qui ont étudié ce document ont remarqué des silences étranges, des organes qui n'ont pas été examinés, des observations qui manquent, comme si, même dans la mort, il fallait protéger le roi de certaines vérités. Louis XIV a été enterré à Saint-Denis, dans la basilique où reposent tous les rois de France. Son cercueil a rejoint ceux de ses ancêtres. Son règne est entré dans la légende. Et le silence qu'il avait imposé sur les maladies de sa cour s'est perpétué pendant des siècles. Ce silence a eu des conséquences terribles. La syphilis n'a pas disparu avec la mort du roi Soleil. Elle a continué à ravager l'Europe pendant encore 200 ans. Elle a touché des millions de personnes, des rois comme des paysans, des artistes comme des soldats. Elle a tué lentement, cruellement, sans distinction de rang ni de fortune. Et pendant tout ce temps, le tabou est resté. On ne parlait pas de cette maladie, on ne l'enseignait pas, on ne la prévenait pas. Les médecins continuaient à prescrire du mercure, faute de mieux. Les malades continuaient à se cacher, faute de pouvoir avouer leur mal. Les innocents continuaient à être contaminés, faute d'informations. Il a fallu attendre 1928 pour qu'un véritable remède soit découvert. Cette année-là, Alexander Fleming a mis au jour les propriétés de la pénicilline. Ce champignon microscopique allait révolutionner la médecine. Pour la première fois dans l'histoire, on pouvait guérir la syphilis, vraiment la guérir, sans mercure, sans souffrance, sans séquelles. Mais combien de millions de personnes sont mortes entre le règne de Louis XIV et cette découverte? Combien d'épouses innocentes? Combien d'enfants condamnés dès leur naissance? Combien de vies détruites par le silence et la honte? On ne le saura jamais. Ces victimes n'ont pas laissé de traces. Elles ont disparu dans l'oubli, emportant leurs secrets avec elles. Aujourd'hui, Versailles est le monument le plus visité de France après la Tour Eiffel. Chaque année, des millions de touristes du monde entier viennent admirer la Galerie des Glaces, les jardins à la française, les appartements royaux. Ils photographient les lustres, les dorures, les plafonds peints. Ils s'émerveillent devant tant de beauté, tant de raffinement, tant de grandeur. Mais personne ne leur parle de ce qui se passait vraiment derrière ces portes closes. Personne ne leur montre les archives médicales, les témoignages des contemporains, les traces de cette épidémie silencieuse. Les guides racontent les intrigues politiques, les fêtes somptueuses, les amours du roi. Ils ne racontent pas les mouches de beauté qui cachaient d'eau des chancres, les perruques qui dissimulaient des crânes malades, les parfums qui masquaient l'odeur de la mort. Peut-être est-ce normal. Peut-être que les touristes ne veulent pas entendre cette histoire. Peut-être qu'ils préfèrent le rêve à la réalité. Peut-être que Versailles doit rester ce qu'il a toujours voulu être, un palais de lumière où les ombres n'ont pas leur place. Mais l'histoire, la vraie histoire, ne peut pas se contenter des apparences. Elle doit regarder derrière les façades. Elle doit écouter les voix qu'on a voulu faire taire. Elle doit rendre justice à ceux qu'on a oubliés. Ce soir, nous avons ouvert une porte que Versailles avait voulu fermer à jamais.
nous avons découvert que le palais le plus glorieux d'Europe était aussi un lieu de souffrance cachée. Nous avons appris que les hommes les plus puissants du royaume n'étaient pas à l'abri de la maladie. Nous avons rencontré des victimes dont personne ne prononce jamais les noms. Cette histoire n'est pas une histoire de scandale. Ce n'est pas une histoire de voyeurisme. C'est une histoire de silence. Le silence des médecins qui n'osaient pas diagnostiquer. Le silence des épouses qui subissaient sans pouvoir se plaindre. Le silence des enfants qui mouraient sans comprendre pourquoi. Le silence des archives qu'on a brûlées, des témoignages qu'on a censurés, des vérités qu'on a enterrées. Louis XIV voulait être le soleil. Il voulait que tout tourne autour de lui, que sa lumière éclaire le monde entier. Mais même le soleil projette des ombres. Et les ombres de Versailles étaient plus profondes, plus sombres, plus terribles que tout ce que la propagande royale a jamais voulu admettre. Désormais, quand vous penserez à ce palais, vous saurez. Vous saurez qu'il y a des histoires que les guides ne racontent pas, des vérités que les dorures ne peuvent pas cacher, des voix qui murmurent encore dans les couloirs, si on prend la peine de les écouter, des vérités qui nous rappellent que l'histoire n'est jamais aussi propre qu'on voudrait le croire, et que derrière chaque gloire, il y a toujours un prix à payer.